Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Signal. Alors aujourd'hui, on va faire une vidéo sur les baleines et les très gros portefeuilles, les différents intervenants. Je pense que ça va être vraiment une vidéo intéressante, donc restez bien jusqu'à la fin. Ensuite, on fera une analyse sur le BTC, mais qu'on fera à la fin de la vidéo, cette fois-ci, une fois qu'on aura terminé. Et puis, voilà, probablement pas d'analyse des alts aujourd'hui. Voilà, on rentre tout de suite dans le vif du sujet. Donc les baleines. Les baleines, il faut savoir que ce sont bien sûr les plus gros portefeuilles. Et quelle est la définition d'une baleine? Donc si je vois une capture d'écran que j'ai retrouvée d'une vidéo, et ben en fait, ce sont les portefeuilles qui ont plus de 1000 bitcoins. Voilà. À partir du moment où vous avez entre 1000 et 5000 bitcoins, vous êtes une baleine. Si vous êtes supérieur à 5000 baleines, vous êtes une baleine à bosse, c'est-à-dire une grosse baleine, voilà. Ensuite, vous voyez les catégories en dessous, les dauphins, 100, 500, les fiches, les pieuvres, les crabes et les crevettes. Voilà, donc ça c'était vraiment pour simplement revenir un petit peu sur on va dire le vocabulaire. Ici, qu'est-ce que j'ai fait? Je vous ai mis comment dire, les points d'achat des plus gros portefeuilles. Alors ceux qu'on connaît, hein, bien sûr, et puis il y a des points d'achat que malheureusement on connaît pas parce qu'on peut pas vraiment les calculer. Et puis ici, je vous ai mis comment dire on va dire que c'est des portefeuilles mystères, voilà, qu'on peut trouver un petit peu, mais on connaît pas leur nom, mais on sait que c'est des gens qui ont un certain nombre de BTC. Je vous ai rajouté le prix auquel ils ont acheté ici. Ici, on voit, je vous ai rajouté le Salvador parce que c'est quand même un pays, ça vaut le coup de le mettre, je veux dire, voilà. Et ici, on voit que actuellement, qui est en profit, qui est quasiment en train de perdre pied, et qui donc a des intérêts ici à bloquer éventuellement le prix à ces endroits-là. Et c'est ça qui est intéressant de regarder en fait. En réalité, voilà, je pense que c'est vraiment ça qui est intéressant de regarder. Je vais peut-être grossir un petit peu la caméra, comme ça vous me voyez un petit peu mieux. Je pense pas que ce soit important là, à ce stade. Si peut-être qu'on voit Grayscale, voilà. Alors, donc dans la comment dire, dans la nomenclature un petit peu de qui a quoi, on voit que le Salvador est complètement sous l'eau là actuellement, avec un prix d'achat moyen autour de 47 000 $. On voit que Tesla a à peine touché ici son point de contact du prix où ils ont acheté. Ils ont acheté autour de 33 000. MicroStrategy qui a un prix moyen d'achat autour des 30 000. Block Square qui est Jacques Dorsey et qui ont 8 000 BTC à 27 000. Je rappelle que MicroStrategy est un gros portefeuille. Ils ont 124 000 BTC. Hein, ça fait un bon 4-5 milliards de dollars. Et puis en bas, là, tout en bas, on a, on va dire, l'éminence grise du Bitcoin, Grayscale. Et Grayscale, en fait, c'est un hedge fund, mais je vais vous expliquer un petit peu pourquoi le comportement de Grayscale est important. Déjà, vous voyez qu'il pèse 640 000 BTC. 640 000 BTC, ça représente 3,55% de l'offre totale de Bitcoin. Donc, vous comprenez que ces personnes-là ont 1/25e des BTC qui existent sur la planète. Je vais vous expliquer actuellement qu'est-ce qu'ils font, est-ce qu'ils distribuent, est-ce qu'ils accumulent, qu'est-ce que font tous ces gens-là. Principalement, on va dire que Tesla, ils ont sorti leurs résultats il y a pas longtemps et leur bilan, ils n'ont rien vendu. MicroStrategy ne vend jamais. Block Square ne vend jamais non plus. Et Salvador, on sait que pour l'instant, ils n'ont rien vendu et potentiellement, ils vont peut-être bientôt réaccumuler. Ça dépendra un petit peu de comment dire, le président, là, Naïb Boukouré, je crois, comment il vit un petit peu les choses actuellement. Ici, je vous ai rajouté aussi comment dire, ceux dont on connaissait le portefeuille. Je vais peut-être le mettre en plus gros. Hop. Ceux dont on connaît le portefeuille et dont on connaît, on va dire, quelle est la teneur du portefeuille. Mais là, je suis incapable, comme ces gens-là ont plusieurs adresses, de retrouver qui a quoi. On sait qu'au niveau des prix d'achat, bah, ces gens-là sont à peu près au coût de production, c'est-à-dire Marathon, Hut Mining et Riot Mining, qui sont des sociétés de mining, sont eux dans un prix probablement un coût de production autour de 10 000 $, on va dire, peut-être un peu moins, puisqu'ils ont commencé à miner bien avant ça. Donc c'est des gens qui, eux, à cet endroit-là, n'ont pas vraiment énormément d'intérêt. Coinbase, on n'a aucune idée de à quel endroit vraiment ils ont acheté. Galaxy Holdings, c'est pareil, ça doit se trouver sur le net. Hein, c'est des sociétés qui sont cotées en bourse, donc ça doit se trouver, mais ça reste un travail de fourmi d'aller chercher tout ça. Donc voilà. Bitcoin Group SE, qui est, je crois, une boîte allemande, 4000 BTC. Voilà, là, vous avez après des portefeuilles mystères,
On ne sait pas trop à qui ils appartiennent. On va dire que le principal, c'est la baleine mystère qu'on suit souvent, qui achète beaucoup. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais on la suit relativement souvent. Un wallet qui est probablement perdu à 80 000 BTC, qui est aussi dans le top 10, on va dire, des adresses. Et puis ensuite, il y a 4 autres portefeuilles dont je ne peux pas dire si même ils n'appartiennent pas, par exemple, à Grayscale, à Tesla ou à MicroStrategy. Ça, pour le coup, c'est pour ça que je les ai vraiment mis à côté. Je voulais pas, comment dire, on a leur prix d'achat, etc. Mais à ce stade-là, on ne sait pas qui est quoi. Voilà. En tout cas, on a ces chiffres-là, ils sont publics. Et on a ces chiffres-là aussi qui sont publics. Voilà. Donc à partir de là, on comprend bien que ici Tesla, MicroStrategy et Blocksquare ont tout intérêt à bloquer le prix puisqu'on arrive à leur prix d'achat. Donc soit ils prennent le choix de réaccumuler, soit ils repoussent le prix vers le haut en achetant des BTC au spot quand il y a des attaques sur leur point d'achat, bien évidemment. C'est-à-dire que en fait c'est un petit peu comme une sorte de c'est pas du DCA, mais c'est bon, vous repoussez le prix au moment où il faut le faire. Voilà. Salvador, je pense qu'ils n'ont pas une énorme marge de manœuvre. Et puis là, on va réellement aujourd'hui s'attarder sur Grayscale. Alors, Grayscale, qu'est-ce que c'est? Donc, c'est un fonds d'investissement qui a acheté énormément de BTC avant le bull run. Hein. Il se dit même que c'est eux qui ont lancé le bull run tellement il y a eu une accumulation énorme enfin voilà, depuis en gros 2017. Et combien ça pèse Grayscale pour vous donner une idée? Et après, on ira voir qu'est-ce qu'ils achètent exactement. Grayscale pèse en BTC 643 000 BTC ici. Pour comprendre un petit peu ce que ça veut dire 643 000 BTC, vous prenez ici la totalité de l'open interest de tous les échanges, d'accord? Open interest donc sur les contrats futurs en BTC, vous arrivez même pas à 400 000. Donc on est sur là c'est plus de la baleine, c'est du mégalodon. C'est vraiment voilà c'est le roi lion un petit peu si on était dans la jungle, voilà. Donc il faut savoir là 643 000 BTC et là je compte pas toutes les alts qu'ils ont aussi en portefeuille puisqu'ils ont bien sûr des altcoins et ça on va en reparler aussi après, sachant que les alts représentent à peu près une trentaine de pourcents de leur portefeuille je dirais et puis les BTC 70%, 65-35 quelque chose comme ça. Il faut comprendre ici que ce sont des hedge funds, donc ça veut dire que c'est entre guillemets du Bitcoin papier. Ensuite cette société elle est cotée en bourse et puis si vous achetez entre guillemets les actions de cette société, vous possédez une partie de la société, donc vous possédez une partie de ces bitcoins. Elle a une forme de gestion qui est la sienne, c'est-à-dire à partir de là, comment dire, elle peut discounter un petit peu, comment dire, ses BTC pour appeler un petit peu, on va dire, à l'achat. Ça s'appelle le premium ici. Vous voyez qu'ici, il est à un plus bas historique et il est à moins 27%. Donc par moment, si c'est une porte d'entrée en fait pour les institutionnels. Donc on dit que la demande pour le GBTC, qui est le BTC de Grayscale, la demande pour le GBTC est comment dire euh, euh, est souvent un indicateur de la bonne ou mauvaise demande des institutionnels. Donc là, vous voyez ici qu'on est à moins 27, donc ça veut dire que cette demande des institutionnels, elle est un petit peu aux fraises en ce moment, bien évidemment, parce qu'on est sur un sell-off, etc. Donc c'est un petit peu normal. Néanmoins, c'est quand même inquiétant de se dire que 4% de l'offre de Bitcoin aujourd'hui est discountée à moins 30%. Je veux dire, quand on met les choses un petit peu dans ce sens-là, ça fait un petit peu peur. Concrètement, le premium va remonter plus vite que réellement l'achat de la totalité des BTC. Bien entendu, il ne faut pas mettre les choses dans ce sens-là. Il faut réfléchir un petit peu plus, d'autant plus que, on va dire, Grayscale a un petit peu le choix. Ils peuvent par exemple en ce moment shorter le Bitcoin s'ils veulent, etc. C'est un hedge fund, donc ils font à peu près ce qu'ils veulent, acheter des options, etc. Enfin voilà, c'est voilà l'éminence grise du Bitcoin vraiment. Donc, les mécanismes réellement en ce qui concerne Grayscale, sincèrement, je ne vais pas rentrer dans le détail, tout simplement parce que je ne les connais pas bien. Donc, je ne voudrais pas vous dire des bêtises, vraiment. Mais concrètement, on se rend compte de combien pèse ce truc en termes de market cap au niveau du Bitcoin, si vous voulez. Là, on a cette charte qui est en fait comment accumuler Grayscale. Alors, je vous ai mis tout à l'heure 17 000 $. Je pense que c'est entre 14 et 17 que la majorité a été faite. Et puis ensuite, en fait, Grayscale a acheté jusqu'à 50 000. Là, il se retrouve un petit peu mal parce que en fait,
Grayscale ne peut pas vendre d'un coup. C'est pas, ils peuvent pas faire, comment dire, du dollar cost average inversé, de la vente trop rapide, parce qu'ils ont tellement de Bitcoin, vous imaginez 4% de l'offre, 3,50% de l'offre, que c'est relativement impossible de pas faire une distribution qui est linéaire, comme celle-ci, vous voyez là. Donc du coup, ils ont arrêté d'accumuler autour des 52 000 ici. Vous voyez que là, ça s'arrête, l'accumulation. Et puis, on entame une très longue distribution qui, à ce stade-là, pourrait durer encore 20 ans, en fait, hein, en réalité. A priori, ils vont distribuer jusqu'à arriver à leur prix d'achat. Ou si jamais le prix descend sous leur prix d'achat, ces mecs-là vont racheter de manière à lisser leur prix d'achat plus bas, hein. On est complètement d'accord que c'est la chose à faire à partir de là. Ensuite, il faut comprendre donc cette offre-là, en cas de sell-off majeur, Grayscale ne peut ni lourder trop de Bitcoin d'un coup, ni comment dire, ne pas les garder et ne pas se hedger au-dessus des 17 000 euros. Donc en ce moment, Grayscale est en train de distribuer de manière linéaire, c'est ce que vous voyez là, les barres qui baissent, vous voyez, cette tangente là qui descend. Et c'est relativement normal qu'il le fasse puisque c'est un hedge fund, hein, donc du coup, par contre, on a une espèce de distribution et depuis, comment dire, le 21 février, ils ont vendu à peu près entre 10-12 000 bitcoins, quoi, quelque chose comme ça. Ici, on est à 653, ici, on est à 643, donc 10 000 bitcoins. 10 000 bitcoins, et ça à raison de à peu près 1000 par mois. Donc tous les 30 jours, Grayscale vend 1000 bitcoins et c'est très linéaire. Ça, bien sûr, ça plombe un peu l'offre parce que déjà, ils sont obligés de le faire, bien entendu. Ils sont en profit, etc. et tout. Je pense que ça représente du coup 10 000 bitcoins. 450 millions de dollars, c'est ça, non 10 000 bitcoins à 40, à 30 000. Enfin, en prix moyen de vente, on va dire que c'est 45. Donc 45 fois 10 000. Oui, c'est ça, 450 millions de dollars, oui. Donc, vous imaginez bien que chez Grayscale, les employés, ils ont les tickets resto, le café gratuit, peut-être même un repas de Noël, hein, c'est possible, quoi. Donc voilà, en plus de ça, il faut imaginer que si vous travaillez chez Grayscale, je pense que vous avez des petits tuyaux sur les altcoins qu'ils vont acheter, et ça me fait venir à cette petite aparté, qui est de dire que en gros, Grayscale achète aussi des alts. Et comment dire, il y a certaines périodes où ils font une liste des alts qui les intéressent. Donc du coup, pour dire peut-être qu'on va les acheter, peut-être qu'on va les lister, etc. Aparté intéressante, c'est que Grayscale est très copain avec Coinbase. Puisque principalement ils achètent OTC donc chez Coinbase. OTC, ça veut dire over the counter, ça veut dire ils achètent pas du BTC sur leur téléphone sur Coinbase. Ils vont voir Coinbase directement. Ils disent bah, est-ce que tu peux me faire excusez-moi, 10 000 BTC à 13 000 dollars. Et Coinbase dit, ouais, ok, je les ai, c'est bon, t'inquiète, la baisse, c'est bon, c'est cool. Et puis, du coup, voilà, ça se fait comme ça. Euh, donc pourquoi je vous dis qu'ils sont potes avec Coinbase? Oui, parce que généralement, tous les assets, et ça c'est pas moi qui l'invente, j'ai vu ça sur un autre channel YouTube US, dont je vous mettrai le lien en description, qui est très intéressant à suivre, et qui en fait s'est rendu compte que tous les assets ici qui sont déjà détenus par Grayscale sont listés sur Coinbase. Donc si jamais Grayscale lance une partie de ces altcoins-là, et ben, ceux qui ne sont pas listés sur Coinbase ont des bonnes chances de l'être dans le futur. Voilà. Donc ça, c'est si vous voulez faites une capture d'écran, allez-y. C'est un petit peu de la news, voilà, d'insider. Maintenant, on n'est pas sûr que tous ces assets vont réellement rentrer et chez Grayscale et chez Coinbase. Pour l'instant, on ne sait pas comment dire ceux qui vont être achetés par Coinbase. Donc il faudra attendre soit un listing par Grayscale, soit un listing par Coinbase pour se décider. Donc voilà. En gros, vous voyez que bon, ici, il y a pas mal d'alts qui les intéressent, pas mal qui ont le vent en poupe, d'autres un petit peu moins. Voilà, mais c'est intéressant d'avoir ce type d'informations, je pense, pour vous. On est déjà à 14 minutes, c'est incroyable comment le temps passe vite. Donc en gros, voilà, pour vous expliquer simplement l'idée ici, si on revient sur, comment dire, la photo de départ, voilà. En gros,
Vous avez donc les humpbacks, donc les baleines à bosse, vous avez les échanges, vous avez les mineurs, et tous ces gens-là qui ont plus de 5000 BTC, globalement, représentent à peu près 45% de l'offre. Vous avez 18% ensuite qui sont les whales normales, les petites whales, voilà. Tous ces gens-là représentent à peu près 50% de l'offre de Bitcoin. Sur ces 50%-là, il faut comprendre que il y en a 4%, enfin 10%, mais 4% qui appartiennent à Grayscale. Voilà. Pourquoi je vous remontre ce dessin-là? Parce qu'en fait, c'est important de comprendre aussi que Bitcoin n'est pas si centralisé que ça, parce qu'en fait, la taille des shrimps, crabs et octopus, la courbe, elle est en permanence en train d'augmenter. C'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de gens qui achètent et qui hold. Donc ça, c'est relativement sain pour le marché, parce que le marché, petit à petit, avec le temps, se décentralise. En fait, ils distribuent à des prix et les gens, après, ne revendent pas, ils gardent leur Bitcoin. Voilà. Donc ça, c'était pour faire un point juste là-dessus. Si jamais on revient sur la chart, voilà, celle-ci. Si jamais on revient sur la chart, et ben tout simplement, on peut comprendre qu'ici, il y a quand même des whales, donc qu'on va évaluer avec ceux qui ont ici un prix d'achat autour de 30 000 $, c'est-à-dire qu'on va rajouter cette baleine-là, là. La baleine numéro 2, donc 53 000 BTC, qui ici commence à se dire que si ça continue, ils vont avoir la tête sous l'eau. Donc ils ont tout intérêt à bloquer le prix ici. Donc il paraît, étant donné actuellement l'illiquidité du Bitcoin, on va dire, et le fait que, ça je vous l'ai expliqué dans plein d'autres vidéos sur les données Glassnode, etc., que ici on arrive à un endroit où l'offre est majoritairement détenue par des holders, des gens qui vendent très peu, des gens qui n'ont pas sell-off, qui n'ont pas paniqué. Et ça, je vous l'ai expliqué encore une fois sur les données Glassnode, où on voit que les holders, les long-term holders et les portefeuilles illiquides, c'est-à-dire ceux qui ne vendent jamais plus de 25% de leur bag, sont en train d'aspirer l'offre ici à cet endroit-là. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Probablement un refus d'abord de Tesla, puis ensuite MicroStrategy, puis ensuite Block Square. Déjà, on va dire les gros, Elon Musk, Michael Saylor et Jack Dorsey vont commencer à refuser qu'on rentre dans cette zone ici d'accumulation, et ce, d'autant plus qu'ils n'ont jamais vendu. D'accord? Grayscale s'en fout. Grayscale distribue linéairement. Donc eux, que ça descende à 20 000, même à 20 000, ils sont toujours en train de gagner du blé. Donc en gros, Grayscale s'en fout complètement. Et pour le coup, ils en profitent, eux, pour continuer linéairement à distribuer jusqu'à ce qu'un jour, ça redescendra à leur prix d'achat. Et à ce moment-là, ils réaccumuleront. Et c'est tout à fait normal qu'ils le fassent. Voilà, les mineurs, bien entendu, ont aussi une certaine force, il faut le comprendre, de défense du prix, puisque à un certain moment donné, si jamais ils défendent pas ce qu'on appelle, je crois que c'est la bande de production ou quelque chose comme ça, qui en gros là actuellement se trouve à 30 000 $, mais elle bouge à peu près en permanence, mais en gros elle est par ici, voilà, entre 10 et 30 000, c'est-à-dire que ceux pour qui c'est le plus cher de produire des bitcoins commencent leur coût de production à 30 000 $, et puis ceux qui ont des frais électriques très peu chers et qui ont des machines qui sont déjà amorties, etc., et tout, enfin qui ont des frais beaucoup moindres, de la main-d'œuvre pas chère, etc., ont un prix qui serait plutôt autour des 13-14 000 de production d'un bitcoin. Vous savez, quand vous produisez un bloc, pour faire simple, vous produisez un bloc, vous gagnez un bitcoin. Voilà, c'est comme ça. Et donc, du coup, pour schématiser, hein, vraiment, du coup, ce bandeau de production, comme on l'appelle, c'est un endroit où aussi les mineurs vont défendre le prix. C'est-à-dire que soit ils ne vendront pas, soit potentiellement ils peuvent racheter des BTC au spot de manière à garder le prix au niveau où il en est. De ce que je vous expliquais la dernière fois, vous vous rappelez aussi que ici on a vu une belle réaction des baleines. Où est-ce qu'il est mon stylo? Il est là. Ici, là, sur ces bougies-là, ça faisait très peu de temps qu'on n'avait pas eu des bougies comme ça, là, sur donc cette défense de prix-là. Et puis, on en a une autre, bien sûr, le 4 décembre, où ça a quand même pas mal défendu le prix aussi. Donc, du coup... Et surtout, on a vu des très belles bougies. Là, on est en daily, mais on a vu des très, 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 très hautes bougies en 30 minutes, par exemple. Donc ça, c'est vraiment intéressant à voir. C'est-à-dire que c'était dans des moments vraiment décisifs. Vraiment, c'est pas juste ça a laissé tomber et ça a racheté sur la journée. Il y a des niveaux de prix qui veulent être défendus. Je vous vends pas du rêve, hein, j'essaie pas de... Voilà, je dis juste
à quel endroit il pourrait avoir des intérêts de défense ici à cet endroit-là. Après, attention à Grayscale, parce que si Grayscale d'un coup dit bon bah allez, on en lâche 5 ou 6 000 d'un coup plutôt que 1000 par mois, et ben là on est en sell-off, hein, c'est sûr, on est vraiment, on retourne à leur prix de production d'ailleurs même, je pense. Donc attention à eux, et c'est très dangereux que l'offre de Bitcoin soit à 4% dans les mains d'un seul décisionnaire. En tout cas, moi je le trouve. Après, vous êtes sur le marché le plus libre au monde, hein, et donc le plus manipulé, le plus, comment dire, oui, le plus libre. Donc ça, c'est beau, et c'est pour ça aussi qu'il est manipulé, et c'est pour ça aussi que on voit toutes sortes de manipulations. Donc l'idée, c'est d'essayer de comprendre un petit peu ce qui se passe au-dessus pour avoir une idée de où on va potentiellement. Voilà. Donc on était donc là-dessus. Je vous ai parlé de ça, je vous ai parlé de ça, je vous ai parlé de ça. Ouais, bah, je pense qu'on a fait le tour sur les baleines. Bien entendu, il y a les exchanges aussi qui sont des autres baleines, une autre forme de baleine, on va dire. Alors, c'est pas de l'offre souveraine, donc on les considère pas comme des baleines, mais néanmoins, les exchanges ont aussi des cold wallets avec énormément de BTC dedans, de manière à pouvoir vous les prêter, de manière à pouvoir aussi backer les bitcoins que vous achetez sur leur spot, etc. Et donc, bon, pour le coup, le prix n'est pas très important pour eux, mais c'est important qu'ils aient un gros bag et qu'ils ont acheté à pas cher, au cas où on est quand même sur des très gros sell-off, etc. et tout, ou des endroits où, comment dire, si jamais à un moment donné vous gagnez 3 BTC vous contre eux, ils auront du coup un bon dollar cost average aussi pour vous les mettre dans les mains. Vous vous rappelez que ici, et ça je pense que je l'avais montré on va faire un petit tour sur Glassnode, tiens, pour terminer un petit peu là-dessus. Donc Glassnode, on se met sur les adresses qui ont plus de 10 000 BTC. Vous voyez qu'en ce moment, ici, là, même depuis... en fait, ça a beaucoup distribué ici. En fait, quand le nombre d'adresses diminue, ça distribue. Donc ici, vous voyez que le nombre d'adresses diminue. Et là, vous voyez qu'on est en train de réaccumuler ici depuis ce dip-là. D'accord? Pour les très grosses adresses. En gros, tout ça s'est passé autour du 30 septembre, voire du 20 octobre. 20 octobre, grosse date au niveau de l'inflation aussi aux États-Unis. Je ne sais plus pourquoi, mais j'avais regardé, il y avait eu quelque chose par rapport à l'inflation pour comprendre un petit peu pourquoi on est passé en réaccumulation ici. Et voilà, c'était une date importante. Ici, quand on regarde les adresses de 1000 bitcoins, donc les baleines normales, pas les baleines à bosse, vous voyez que ça a pas mal augmenté ici sur la montée. Et puis ensuite, ça a distribué sur les tops, là, ici. Ça a distribué aussi pendant toute la période, comment dire, de cette espèce de grand range, là, qu'on a fait, la flat, quoi. Et puis là, c'est en train de stagner. C'est-à-dire que ces gens-là ne vendent pas, ils sont en train de stagner. Pour les adresses de plus de 100 bitcoins, c'est un peu différent. Là, ben, en fait, on a distribué ici sur quasiment tout le long. Et puis là, réaccumulation dernière sur la hausse, donc pas très futé. Et puis ensuite, ça suit le prix. C'est-à-dire que là, c'est en train de vendre à perte. Donc plus on est petit, plus on vend à perte. Ici, et ça c'est ça que je voulais vous montrer par rapport aux exchanges, vous voyez qu'ici l'offre sur les exchanges était en train d'augmenter là tout le long de cette trend, et puis là les bitcoins sortent des exchanges. Alors je me répète un petit peu, mais c'est juste pour parler des exchanges. En fait, leur arrivée, à quel endroit les exchanges sont arrivés sur Bitcoin. Enfin, réellement, quand est-ce qu'ils ont vraiment pris de la place? Vous voyez qu'ils commencent à prendre de la place, en fait, sur tout le bull run de 2017. Et ensuite, les bitcoins arrivent sur les exchanges, etc. Et là, à partir de mars, donc du Covid, les bitcoins sortent des exchanges, ok? Et ça, la trend, à part un grand retour ici cet été au moment du dip, elle continue. C'est-à-dire que là, même pendant le dip qu'on est en train de faire, alors qu'on est quasiment au même niveau de prix, les bitcoins ne reviennent pas sur les exchanges de manière à être échangés du jour au lendemain. On continue sur... qu'est-ce qu'on pourrait regarder par rapport aux baleines, puisqu'on est là-dessus. Laissez-moi une petite seconde de réflexion. Peut-être les entités. Là, on a quoi? Wrapbox. Mais je crois que on n'a rien sur Grayscale, malheureusement. Balance des mineurs. Non, non, non. Il y avait des données sur Grayscale, mais on peut plus y accéder en fait, je crois. Ouais. Je regarde quand même, mais
J'ai essayé tout à l'heure. Et vous voyez, mais metric unavailable. Donc Grayscale n'a pas dû communiquer à Glassnode cette histoire. Peut-être non. Ouais, non. Ok. Bon, voilà. En gros, disons qu'on a fait le tour. On pourrait regarder des données sur les mineurs, le hash rate, etc. et tout, mais ça pourrait faire même l'objet d'une autre vidéo pendant laquelle on comprend un petit peu mieux la logique des mineurs, etc. Donc, sur cette partie-là, je pense que vous avez compris l'idée qu'il y a quand même tout intérêt ici à faire un blocage de prix, ou alors, si jamais à un moment donné le prix ne se bloque pas, de faire un petit DCA là-dessus. Je pense qu'on va passer à l'analyse du BTC, parce que je crois que j'ai fait un peu le tour sur les baleines. J'espère que c'était intéressant, que ça vous plaît. On est déjà à 24 minutes, donc on va essayer d'avancer un petit peu vite. Ici, juste alors là, je vais vous vendre de l'opium. Je vais vous vendre du rêve. Alors, c'était pas ça que je voulais afficher, mais voilà, ça, c'est un truc que j'ai trouvé marrant. Donc, en fait, tout ça, c'était juste une pub. Nous savons maintenant. Voilà, la courbe du Bitcoin qui donne faim pour ceux qui aiment la junk food. Ça, c'est vraiment de l'opium que je vous vends là. Et pareil, c'est tiré de la même vidéo du Channel US, donc, que je vous mettrai en description. Et pour le coup, c'est vraiment de l'opium parce que bon, c'est des frames de temps. Mais bon, c'est vrai que c'est assez bluffant à quel point, effectivement, ça peut coller. Donc en fait, c'est Trading Room qui a mis en avant le fait qu'on n'est que sur des cycles de 96 jours. D'accord. Donc il a fait des barres de 96 jours et puis il a placé ses cycles, etc. Et ici on voit une première montée avec un sell-off puis une deuxième montée. Donc là ils sont pas inversés, hein, mais voilà. Ici on voit qu'on a fait toute la descente jusqu'à la fin comment dire de cet été. Ici, on voit qu'on a eu une belle montée ici, 96 jours, jusqu'au premier top de novembre, octobre. Et ici, on redescend. Et là, le 25 janvier 2022, donc il y a 2 jours, on serait potentiellement à l'aube d'une nouvelle ère, alors qui peut être soit en descente, hein, puisque là, on en a eu 2 en montée, soit en montée. Mais il y a une des deux choses qui arrive. Donc, soit on colle à la traîne précédente, soit on change la traîne dans une direction opposée, ce qu'on a fait là, ici et là. D'accord? Donc voilà, plutôt intéressant à regarder, je trouve, en tout cas, quoi, que parfois, en fait, l'être humain a besoin de poser des structures sur des choses et de donner des zones de temps un petit peu, voilà, de réfléchir à des zones de temps et de poser des patterns, d'avoir ce besoin d'avoir une manière de visualiser les choses très humaine. Et voilà, je trouvais intéressant de vous montrer ça. C'est un petit peu de l'opium, mais je trouvais ça intéressant de vous le montrer. Ensuite, donc on est sur l'analyse du BTC. On va la faire très rapidement parce que sinon ça va faire vraiment une vidéo longue et j'aime pas faire des vidéos longues, j'ai l'impression de vous saouler vraiment. Sinon vous pouvez les mettre en 1,25 fois, ça passe, hein. Je pense que je parle pas trop vite donc ça se fait. Donc voilà, alors ici qu'est-ce qu'on a? Donc courbe du BTC, toujours ce rebond ici qu'on avait eu là le 24, rebond du 24, ici on repart, et là on va passer en time frame plus petite. Hop, voilà. Donc on avait ce biseau ascendant qui a cassé ici, là on est en train de faire un petit peu un range dans le range, si ceci est un range, hein, bien sûr, comment dire, de 30, je dirais 35 à 39. Ouais, c'est ça. Range que moi j'avais annoncé plutôt comme allant à 39,6. Ici, je l'avais annoncé comme étant à 35,8. Ouais, on n'est pas trop mal finalement dans les bornes à peu près que j'avais mises. Alors concrètement, est-ce que là on va en bas du range? Il semblerait que oui. Est-ce qu'il va casser? C'est une possibilité. Vous savez que la target ici de ce biseau ascendant, elle est à 34 569, donc ça serait pas déconnant que d'aller faire un tour dans ces eaux-là. Maintenant, vous vous rappelez que je vous parlais tout à l'heure de défense de prix. Là, on voit que ici, là, à ce prix-là, ça a bien défendu. Alors, ça a bien défendu parce qu'on était en sell-off, hein. C'était un moment où Jérôme Powell a parlé au moment de la Fed, etc. Et le prix faisait des grosses turbulences. Donc, du coup, il y a des gens qui en ont profité pour acheter. Probablement des gens aussi qui se sont dit que ça allait pumper fort, donc du coup qui ont acheté en prévision d'un pump qui n'a pas eu lieu puisque Powell a quand même comment dire plus ou moins botté en touche là sur ce coup-là.
Et donc, du coup, bah, on est un petit peu dans ce range, ce qui est tout à fait sain, tout à fait normal. Pour l'instant, Bitcoin va reprendre sa vie, oublier un petit peu cette logique de l'inflation. Je pense personnellement que Bitcoin va un petit peu se décorréler du Nasdaq. Alors, c'était pas trop le cas aujourd'hui. On va regarder rapidement. On va faire même plus mieux que ça. Tac, on va mettre une corrélation. Hop, excusez-moi. Tac, hop. Et on va mettre Nasdaq. Nasdaq ou S&P, hein, c'est à peu près la même chose de toute façon. Hop. Et donc du coup, qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? Ben non, la corrélation n'était pas énorme en fait. C'est-à-dire que si on est vraiment en 30 minutes, en gros, ça c'est la journée d'aujourd'hui. Bon, elle n'est pas terminée, hein, mais on était très corrélé au début, et puis ensuite on est passé en quasi pas corrélé, c'est-à-dire 0,40, c'est pas extrêmement corrélé. Et puis ensuite, là, on est en train de remonter dans la corrélation. Sachant que 0, c'est aucune corrélation, 1, c'est totalement corrélé, et moins 1, c'est inversement corrélé, décorrélé inversement, je sais pas, voilà. Là, on voit qu'on atteint un niveau quand même un petit peu, en tout cas en 15 minutes du RSI en oversold. On va regarder en 1 heure. Oui, non, il y a encore de la marge là pour peut-être descendre encore un petit peu. Donc voilà, sur le RSI, il y a encore de la marge. On voit qu'ici, c'est en train de croiser bearish. Donc peut-être qu'on va gentiment aller faire un tour ici sur le momentum, par là. Par contre, on a un momentum qui est plutôt haussier ici. Vous voyez, ici, le ballon rebondit de plus en plus fort. Encore que là, bon, c'était peut-être même un faux rebond, mais bon, voilà. Et puis ici, on va voir que excusez-moi, donc je disais, voilà, corrélé un petit peu au début de la journée et pas trop corrélé à la fin, en tout cas pas de décorrélation majeure. Moi, personnellement, quand je passe mes trades maintenant sur la journée, après cette réunion de la Fed, etc., il n'y a pas de sell-off, etc., donc je vois pas l'intérêt de regarder le Nasdaq, d'avoir toujours un œil dessus, c'est plus trop la peine à présent. On reviendra dessus quand il y aura à nouveau des réunions de la Fed, etc. Ici, vous voyez que peut-être qu'on est, là on est en 30 minutes, voilà, sur un momentum décroissant, on va voir ce qu'il va nous donner. Est-ce que ça donne une divergence ou pas? Si on va regarder réellement sur le long terme, on va aller voir si on a confirmé, ou si on est en train de confirmer du moins, cette divergence en weekly dont je vous avais parlé. Alors, déjà, on est presque en train de casser cette trend là. Voilà, si on la met comme ça, bien qu'elle touche bien. Voilà, on est dessus. Ça serait bien qu'on la casse, hein. Vous voyez cette traîne de RSI là, descendante. À partir de là, on va réactualiser le prix. À partir de là, en fait, qu'est-ce qu'on voit ici? On voit le prix qui descend, le RSI aussi. Et qu'est-ce qu'on voit là, ici? Vous voyez que le prix monte. Et là, depuis le mouvement de juillet, le RSI descend. Donc ça, c'est une divergence haussière cachée. Voilà, c'est quelque chose qui pourrait marquer un éventuel retournement, peut-être. Voilà. Ici, quand vous voyez quand on va en monthly, donc parfois c'est intéressant de regarder en monthly, vous voyez cette énorme divergence entre le premier et le deuxième top qui est vraiment pas jolie, mais également toujours cette divergence haussière cachée entre le plus bas de ce point-là, voire même celui-ci, et celui-là. Quand est-ce qu'on aura confirmé cette divergence? Malheureusement, il faudra vraiment attendre qu'on ait dépassé ce point-là, là. Donc du coup, au 67 de RSI. Ce qu'on peut voir aussi en weekly, si je me remets en weekly, c'est que le RSI est vraiment très bas. C'est rare qu'il soit aussi bas. Là, il est à 36 en weekly. Quand on regarde aussi en daily, on est allé en dessous des 20. C'est littéralement oversold, hein. C'est des niveaux où normalement on n'est pas censé aller. Voilà. Donc ça montre une capitulation très forte face à cette narration de la Fed que, comment dire, les assets à risque vont être de moins en moins plébiscité par les marchés, voilà. Et puis, narration très forte, sell-off, même surréaction. On pourrait parler, voilà, de surréaction. Et là, peut-être que le marché est en train de comprendre qu'il a surréagi à cette narration de la Fed. Peut-être, hein, je dis bien peut-être, que ça serait potentiellement un bottom ici. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que je peux dire d'autre sur Bitcoin? On va regarder l'order flow rapidement. Donc là, vous voyez que, comment dire, le carnet d'ordre est relativement vide jusqu'au 33.
Donc, à part ces petits ordres là ici pour bloquer le prix si jamais il devait y avoir un sell-off là, donc une vente de panique, on n'a pas grand-chose. Des ordres ici qui étaient apparus et qui ont disparu, donc ça c'est des gens qui sont ravisés, qui vont peut-être se dire ben, on essaye de racheter plus haut. Et puis quand même quelque chose d'assez fourni jusqu'au 28, donc pas mal de demandes sous le prix. Quand on regarde les précédentes demandes, bon bah globalement c'est à peu près équivalent, hein, donc voilà. Rien au-dessus, vraiment rien au-dessus. Donc si jamais on part en short squeeze, ça peut monter très très vite avant que le prix soit bloqué. On a quand même beaucoup de marge. Alors bien sûr, les ordres apparaissent au fur et à mesure. Assez souvent, dès que vous placez un top, et ben, d'un coup tout le monde se met à vendre, etc. Donc pour l'instant, c'est juste que bah, vous n'allez pas placer des ordres de vente maintenant. Là, vous voyez ici qu'il y a eu il y a eu un petit peu de la défense quand même. C'est-à-dire que ça, pour le coup, je pense pas que ce soit des BTC qui voulaient vraiment vendre. Sinon, ils l'auraient fait sur cette bougie là. Donc ça, c'était plutôt une volonté de faire baisser le prix ici à cet endroit-là, ou alors tout simplement un espèce de gros flip au moment de ce bottom, quand cette baisse-là s'est posée, et puis ensuite on a vu cette structure de retournement peut-être, et on s'est ravisé. Ici, pas mal d'ordres qui ont été fill, bon voilà, ici en gros le gros des ordres, il va être ici vers les 39, et potentiellement au niveau des 39, voilà, il y aura une petite barrière à passer ici, mais sincèrement, c'est pas énorme. On va aller voir donc du coup maintenant l'open interest et le funding sur BTC. Donc à l'instant T, là on est en 5 minutes, on est sur un petit rebond. Qui fait que le funding augmente. Ici, toute cette remontée du funding indique, comment dire, que on est allé chercher en fait des shorts sur cette montée-là, puisque là, vous voyez que le funding diminue. Funding négatif, enfin le funding réaugmente, voilà, le funding négatif diminue. En même temps, on a une hausse des contrats, donc on devait aller chercher ces liquidations-là en levier pour pouvoir les prendre. Ici, et ça me plaît beaucoup, un premier bisou entre la droite des longues et la droite des shorts, là. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose. Si on pouvait en faire plein, moi, avant de repartir, je trouverais ça très bullish. À l'instant T, on a une bosse sur l'open interest là, qui se fait avec une baisse du funding et voire même un funding qui repasse positif. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que des longues sont en train de s'ouvrir. Et principalement, ils ont été ouverts à ce niveau-là, et c'est pour ça que le prix s'est retourné ici et qu'il est venu chercher ces longues-là. Là, si on devait placer encore un nouveau niveau de liquidation au sud, il serait ici, puisque vous voyez qu'ici, on a quand même encore du contrat et le funding est toujours positif, d'accord? Si on regarde les niveaux de liquidation des shorters, et ben là, vous voyez qu'il y a une bosse ici sur l'open interest. Un funding fortement négatif, donc sur ce top-là, il a été massivement shorté, donc on va forcément, probablement y retourner pour venir liquider ces mecs-là. On a un deuxième top aussi qui avait été shorté, alors pour le retrouver, Mazette, voilà ici, vous voyez ici funding qui augmente fortement, open interest qui augmente pas tellement, mais on voit qu'il y a de la demande quand même, donc il y a du contrat ici qui s'est ouvert là. Donc là, c'est pareil, on devrait aller chercher ces mecs-là normalement. Donc potentiellement, si on rebondit, on pourrait dépasser les 40. Et puis après, vous voyez qu'il y a d'autres niveaux au-dessus, hein. Voilà, c'est le principe d'un short squeeze, hein. C'est-à-dire que on va chercher les niveaux, les niveaux, les niveaux. Voilà. Vous dire où on s'arrêtera si on short squeeze ou où on s'arrêtera si on long squeeze, pour l'instant, c'est trop compliqué. Enfin, c'est trop délicat de vous donner vraiment un stop. Néanmoins, pour moi, j'estime que on a assisté quand même ici là à une sorte de capitulation et aussi une défense du prix. Donc, à voir comment ça tourne tout ça. Et depuis, vous voyez que la demande sur le spot revient. On a eu vraiment une forte demande là d'un coup sur le spot. Et puis là en ce moment, comme les carnets d'ordre sont un peu vides, les markets, les marchés, les exchanges en profitent pour liquider pas mal de monde de manière à nettoyer un petit peu tout ce qui est open interest, etc. sur les futurs. Donc tous les contrats en levier. Petit à petit, on vient chercher leur liquidité pour les nettoyer, pour prendre leurs frais de trading quand même, et puis pour récupérer des liquidités qu'on peut, comment dire, placer ailleurs, replacer dans des nouveaux trades. Les options, c'est toujours pareil, j'ai l'impression de me répéter un petit peu entre chaque vidéo, etc. Est-ce que le max pen price a bougé? Non, pas du tout. Est-ce qu'on a eu des gros achats? Non, pas du tout. Et en gros, on a entre 39 et 41 pour demain matin, on serait pas mal. Donc peut-être potentiellement, si on suit les options, parce qu'on ne peut pas non plus faire que suivre les options, ici on ferait gagner du monde. Après, on voit qu'il n'y a pas non plus énormément de puts, donc
j'ai envie de dire que même à 36, c'est une zone où quand même, on va dire, le BTC aurait potentiellement une chance de finir. Mais les options sont quand même souvent une force, surtout que là, on a un open interest de 56 000 bitcoins. Ça commence à être quand même des prix conséquents, donc on pourrait peut-être y aller. Si jamais vous comprenez pas tout ce que je dis, etc. et tout, enfin voilà, si jamais ça pose des problèmes, etc., n'hésitez pas à venir me poser des questions sur le Discord. N'hésitez surtout pas aussi à vous abonner, activer la cloche des notifications, etc. Bon, normalement, les vidéos sont un peu plus impromptues, etc. et un peu moins longues, mais néanmoins, comment dire, bah là, je voulais faire un point sur les whales parce que je trouvais ça vraiment intéressant de le faire maintenant. On regarde maintenant les niveaux de liquidation rapidement, et puis après, on ira faire très rapidement les news. Vidéo de 40 minutes. Là, c'est vraiment très long. Je suis vraiment désolé. Ta, 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 ta. Donc là, c'est en train de s'actualiser. Donc on peut peut-être ici, on a déjà fait un point sur Glassnode, etc. On peut peut-être aller faire de la news. Donc sur le Wall Street Journal, qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit que l'économie, c'est comment dire, c'est bien a bien récupéré en 2021, mais qu'elle fait face à, on va dire, un peu des vents de tempête, quoi, voilà. Des comment on peut dire ça? En gros, il y a eu 6% de croissance. Sur l'année, 5,5% de comment on dit, BPI, le produit intérieur brut, PIB, pardon. Et puis, c'était une très belle année de croissance pour les États-Unis. Voilà, en gros, pas vraiment d'autres narrations. Un petit peu de Ukraine, mais rien qui a l'air méchant pour le moment. Et puis, voilà, rien de spécial. Pareil, bon, on va pas aller voir sur MarketWatch parce que je pense que c'est la même chose. À partir de là, qu'est-ce que je voulais vous dire là-dessus? Je pense que j'ai vraiment fait le tour du coup. Je pense que cette vidéo était super longue. J'espère qu'elle n'était pas trop rébarbative. Voilà, néanmoins pas mal de forces qui rentrent en compte. Vous le voyez sur le Bitcoin, que ça soit les options qui sont aussi un petit peu des gros portefeuilles et des baleines quelque part. Les fonds d'investissement, donc du coup comme Grayscale, etc. Et il y en a plein d'autres, mais Grayscale est vraiment le plus gros et celui qui s'est centré sur le Bitcoin. Ici, littéralement sur le prix du BTC, on attendra la cassure ici de ce biseau descendant pour moi. Vous voyez cette trendline là ici qui descend et qui donne. On a de la chance de la voir parce qu'elle donne vraiment une ligne de tendance très claire que si on la passe, on est potentiellement sorti du pétrin. Voilà, c'est un peu ça l'idée. C'est tout pour moi aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche des notifications. Si jamais cette vidéo, si vous avez réussi à aller jusqu'à la fin de cette vidéo, mettez-moi une chanson que vous aimez bien sur YouTube. Donc vous allez trouver une chanson directement sur YouTube et vous la mettez en commentaire dans la vidéo. Comme ça, on partage en plus de partager un petit peu comment dire, un petit peu de temps ensemble. On partage en plus de la bonne musique. Attention ici aussi, j'oubliais, mais attention ici au rebond. Si on arrive au croisement de ces deux droites en même temps, si jamais on fait le rebond ici par là, on a 2 fois plus de chances de se faire rejeter. Donc voilà, bon ça c'est une ligne d'Axe, donc c'est pas quelque chose d'extrêmement puissant, mais quand même, je la considère. Vous voyez ici on l'a longée, là voilà, enfin elle a quand même, c'est une ligne d'Axe, hein, ça s'appelle pas un support résistance, c'est quelque chose qui est souvent traversé, mais en fait on essaye de tourner autour un petit peu, ça donne un petit peu une direction, voilà, au prix. C'est pour ça qu'elle est en pointillé. Néanmoins, elle a quand même une force aussi en tant que résistance. Vous avez vu que ici on l'a longée. À chaque fois, en fait, on s'amuse un petit peu à venir la toucher, à l'allonger, etc. Donc, c'est un petit peu la liane sur laquelle le serpent se tortille. C'est tout pour moi aujourd'hui. Donc, commentaire, tout ça, la cloche et tout. Merci à vous. Bonne soirée. Salut.